focus politique sur la présidentielle ivoirienne où la liste définitive des candidats a été publiée. Ils sont 5 retenus par le Conseil constitutionnel, dont le président sortant Alassane Ouattara, et l'exclusion de poids lourds comme Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo. Une liste qui relance les débats sur l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire. Que se cache derrière ces arbitrages juridiques? L'opposition ivoirienne peut-elle encore peser face au rouleau compresseur du RHDP De toute évidence, c'est une liste effectivement qui est un petit peu cousue de fil blanc, qui est une liste taillée sur mesure également, pour que Alassane Ouattara puisse, avoir un boulevard vers son 4e mandat, et aussi, comme vous le suggérez fort justement, diviser encore plus l'opposition, puisque les candidatures invalidées, on les connaît, celles de Laurent Gbagbo, Thiam, mais aussi, il faut le rappeler, Afin Guessan, qui avait pu être en compétition en 2020 avec Bédié. Là, les candidatures validées, celle de Simone Gbagbo, celle d'Awa Don-Melo, pour ce qui est, disons, du clan qui auparavant représentait la gauche gbagbiste. C'est aussi des coins, portés dans le camp Gbagbo. Et puis Jean-Louis Billon, qui a pu se présenter en candidat libre, issu de la famille PDCI, en rivalité avec Thiam. Donc ça va être compliqué. Pas sûr que ces candidats-là puissent récolter les voix de ces partis dont ils ont été plus ou moins exclus. Mais en tout cas, c'est une des stratégies du pouvoir de toute évidence. Alors, quelle va être la réaction de l'opposition? L'alliance PDCI-PPACI marque une tentative de front uni face au pouvoir, mais est-ce que ça va tenir? Pour l'instant, l'opposition est dans une position un petit peu attentiste, je dirais, avec peut-être aussi en tête, on n'y songe peut-être pas assez, le scénario sénégalais, où Macky Sall avait, in fine, au bout de quelques semaines de crise, vous vous en souvenez, permis à ses opposants alors en prison d'entrer dans le jeu, et ils l'ont gagné. Il est peu probable que le gouvernement ivoirien accède à ce genre de demande. Pour l'instant, c'est assez peu probable. Du côté, disons, au Sénégal, l'opposant était resté en prison, et il avait été remplacé au pied de levé. Là, les questions juridiques et judiciaires sont tellement complexes et différentes aussi en Côte d'Ivoire c'est absolument improbable. Mais si l'on s'imagine effectivement une réédition des affrontements qui avaient eu lieu en 2020, il faut se souvenir de ce qui s'était passé en 2020 avec l'appel au boycott actif, à la désobéissance civile de l'opposition, qui avait quand même mis pas mal de gens dans la rue, ainsi que aussi, il faut s'en souvenir, la non-reconnaissance de l'élection d'Alassane Ouattara par le gouvernement l'opposition qui avait essayé de mettre en place un gouvernement parallèle, et qui s'était soldé par de très très fortes répressions, de nombreuses violences, qui avaient une centaine de morts, 80 officiels, mais sans doute beaucoup plus. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans cette configuration? Potentiellement, vous le disiez, l'opposition s'est unie, les partis d'opposition sont unis, en particulier le PPACI et le PDCI, donc c'est une force de frappe qui est quand même potentiellement importante. Ils ont également créé ce mouvement Trop c'est trop, en essayant de surfer aussi sur la grogne sociale, sur des mouvements sociaux sur lesquels nous pourrons aussi revenir, qui sont très puissants également, très forts. Il y a beaucoup de frustration sociale autour de la gestion du pouvoir, et on a vu lorsque des manifestations ont commencé début août qu'ils étaient capables de mettre des gens dans la rue. Mais est-ce que tout ça peut peser face au RHDP de Alassane Ouattara? C'est toute la question. Moi, je crois que la question du 4e mandat, par exemple, mais n'a pas du tout été évoquée. Et assez peu opératoire. C'était, vous vous en souvenez, un élément central, la question des 3e mandats dans toute l'Afrique francophone, et pas que. En 2020, ils ont essayé de mobiliser autour de ça. Ça a été relativement un échec. C'est le premier point. Donc ça risque d'être compliqué. Évidemment, les oppositions sont extrêmement divisées en interne même, puisqu'on a vu que certains sont sortis de leur propre parti pour candidater. Et puis, il faut aussi le dire, les associations, la société civile en Côte d'Ivoire est relativement faible par rapport à d'autres pays. Si l'on songe par exemple au Burkina Faso, où lorsque Blaise Compaoré était tombé, il y avait vraiment une puissance du mouvement citoyen qui n'existe pas véritablement en Côte d'Ivoire. Et puis les moyens, tout simplement, financiers, le FPI de l'époque et puis les gbagbistes d'aujourd'hui ont été très largement affaiblis aussi dans l'après-guerre. Et puis la capacité de répression du régime qui, au fond, comme sous d'autres cieux, y compris les nôtres, fait fi du mouvement social. Donc ça va être une situation très compliquée, je pense. Alors c'est intéressant, il y a un autre point que vous soulignez dans vos travaux qu'on retrouve. On souligne l'âge des candidats. On pense à Alassane Ouattara qui a 83 ans, même Gbagbo, même s'il est exclu, il a 80 ans. La question, ce que vous appelez la chorocratie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Le Koro en malinké, dans le Nushi, c'est l'aîné, hein, c'est le doyen auquel on doit respecter. La korocratie, donc c'est aussi le poids et les anciens, la gérontocratie, hein, pour aller vite. Et cette question du clivage générationnel sur lequel moi je travaille depuis 25 ans, il s'est encore aiguisé ces dernières années. En 2020, on avait pu écrire effectivement dans cet article-là qu'on était face à une espèce de crise un peu ultime de la korocratie, avec cette génération vieillissante qui refuse effectivement de quitter la scène, alors même que depuis une vingtaine d'années, de nouvelles générations sont apparues, y compris pendant le conflit, comme dans toute situation de guerre, de nouvelles générations politiques apparaissent. On avait pensé évidemment que Soro ou Blé Goudé auraient pu un jour prendre le relais, et puis finalement non, ils ont été l'un et l'autre, marginalisés. Et donc cette situation-là, elle est toujours cristallisée, elle est toujours sous-jacente, me semble-t-il, à l'évolution du champ politique ivoirien. Elle est aussi explosive, parce qu'évidemment, elle se conjugue avec la crise sociale que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup, Richard Banegas, d'être venu dans ce journal de l'Afrique. Je rappelle, votre ouvrage apparaît le 25 octobre aux éditions Cartala, La guerre des papiers en Côte d'Ivoire, co-écrit avec Amando Koutolo. Merci beaucoup d'être venu. Merci de votre accueil.